si pour financer les dépenses de l'État, on a fait recours à l'emprunt pour que le pays soit hyper endetté aujourd'hui. Alors, Georges, est-ce que Georges pouvait répondre, je sais que vous n'êtes pas responsable de ce désordre ou de cette faillite, mais où est allé l'argent? Donc, où sont allés les 14 milliards, 14 000 milliards de CFA, Georges? Monsieur Flavier vient de parler de la faillite de management, mais il y a aussi autre chose. Où sont allés les 14 000 milliards? Ben, écoutez, je pense, sans être expert, et d'abord, je vais remercier Flavier pour cette explication qu'il vient de donner un peu de tous ces mécanismes des plans budgétaires et la production ou la fabrique de la dette. C'est très, très clair dans son exposé, et je lui en remercie. Bon, maintenant, d'où va cet argent, une fois de plus? Ben, écoutez, si c'est la mauvaise gouvernance, c'est les mauvais choix que l'on fait par rapport à l'usage des deniers publics, et aussi, surtout, c'est les responsabilités et la mauvaise volonté aussi de développer ce pays-là. Parce que j'ai mentionné entre autres le climat de guerre qui est entretenu dans le pays pour des raisons inavouées, et bien, tout le monde sait très bien que entretenir l'effort de guerre, ça s'entretient à coût de milliards, Parce que non seulement vous achetez des armes difficiles, des armes lourdes, vous achetez des munitions, mais il faut aussi payer les mercenaires qui écument le Congo-Brazzaville, dont on nous en rapporte la réalité. Tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, en dehors de ça aussi, on sait très bien que dans ce système, le détournement des biens publics est monnaie courante, où en Chine, par exemple, les membres de ce gouvernement sont allés planquer dans leur compte personnel des milliards et des milliards. On ne peut pas voir dans ce régime des gens qui ne sont pas devenus milliardaires. Donc, il y a une volonté manifeste et qui est là par les membres de ce régime de faire leur, n'est-ce pas, les deniers publics. Hein? Donc, ce que nous lisons dans la presse en ligne, on a bien vu que en Chine, par exemple, lors d'une visite de Denis Sassou Nguesso et de son équipe là-bas, on leur a montré évidemment ce que les membres de son gouvernement avaient comme compte là-bas. Et il y a eu quand même des déficits dans les relations entre Sassou Nguesso et la Chine par rapport, n'est-ce pas, à ces transactions monétaires où ils ont été incapables d'aller retirer de l'argent dans leur compte et puis peut-être insuffler dans les caisses d'État parce que, évidemment, il y a des principes qu'il faut obéir, je n'en sais rien. Donc, poser la question de savoir où passe l'argent du Congo, ben, il faut voir dans la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, le détournement des fonds publics et la mauvaise volonté de l'État de développer le pays. Et en tout cas, tout en n'étant pas expert des affaires d'argent, des affaires monétaires, oui. Moi je pense que, en tout cas, c'est l'explication que je peux apporter. Mais voilà, je pense que Flavier aura une explication beaucoup plus soutenue à apporter que je ne pourrais. Voilà, je vois donc Bernard Pongui qui vient de nous rejoindre. Bernard, vous ne pouvez pas me voir parce que j'ai eu quelques problèmes au niveau du studio, une coupure, la vidéo. Alors, Bernard Pongui, avec vous, je vous vois tous. Hein. Alors, avec vous, Bernard Pongui, nous allons essayer de voir l'étendue de cette dette. On a parlé de 110%, je m'appuie sur le rapport du Fonds monétaire international. Mais le problème le plus important ici, d'abord, vous avez deux aspects importants. Celui d'évaluer le montant réel de cette dette, puisque on a également parlé des dettes cachées, mais aussi de la manière dont ces dettes ont été contractées. Vous avez beaucoup de pôles de décision. Pongui, vous l'avez montré dans l'une de vos vidéos. Est-ce que vous m'entendez, Bernard Pongui? Oui, je vous entends. Voilà, je crois que Bernard Pongui qui doit être dans son studio mobile, dans sa voiture certainement. Alors donc, Bernard Pongui, on a parlé de beaucoup de pôles de décision. On s'endettait de partout, hein, de tous les ministères, des sociétés
Bernard Pongui, qu'en dites-vous? Quels sont les chiffres que vous avez, les chiffres près sur le montant réel de cette dette? Bon, écoutez, comme nous le savons tous, hein, c'est-à-dire la documentation qui a été fournie au Fonds monétaire international a juste permis d'évaluer à 110% du PIB de la dette. Donc, on a estimé à 53,29 ce qu'on appelle matricule 53,29. Donc, c'est le nouveau nom de Sassou Nguesso. En fait, de compte, c'est de 5 329 milliards de dollars, milliards de francs CFA de dette. Vous voyez? Mais en réalité, le Fonds monétaire international était clair dans sa déclaration. On dit on n'a pas compté les dettes litigieuses. Et puis, généralement, la dette intérieure n'a pas vraiment été évaluée en totalité. Et donc, selon nos propres recherches, on s'est rendu compte que la dette intérieure peut être estimée à 3 à 4 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne la dette normale d'une manière générale, on pourrait dire que le système s'est endetté dans le sens où, si nous pouvons voir au sens de la loi, c'est le ministère des Finances qui est normalement censé aller s'endetter au nom du pays, selon les réglementations de la CEMAC, bien sûr, vous voyez. Oui. Mais là, ce qu'on a remarqué, c'est que Jean-Jacques Bouya, notamment celui qui fait partie des grands travaux, partait s'endetter au nom du Congo. Denis Christel, par le biais de la Société nationale des pétroles du Congo, partait s'endetter au nom du Congo. Et vous voyez des gens comme des Gilbert Ondongo aussi partaient s'endetter. Et quasiment tous les gens de ce système partaient s'endetter à leur propre compte, mais au nom du Congo. Et ce qui revient à dire que tous ces endettements-là n'ont jamais été rapportés à la caisse congolaise d'amortissement, vous voyez, et qui était censée suivre, vous voyez, l'évolution de la dette congolaise. Donc voilà pourquoi, selon les estimations, les experts nous parlent, hein, la dette congolaise peut flotter entre 239 et 275% du PIB. Donc vous comprenez que ils ont été très malins, éventuellement par le biais de leurs conseillers, hein, qui leur ont dit de ne pas fournir de la documentation en ce qui concerne des dettes litigieuses, éventuellement des grands contrats comme Genor, Glencore, Trafigura, Sindons, Asperba, tout cela sont des contrats, éventuellement des dettes qui ont été contractées au travers des contrats qui se sont jamais réalisés au Congo. Mais éventuellement, de l'argent a été donné à tous ces gens que nous avons cités. Voilà, c'est ce qui fait que la dette du Congo s'explose, hein, jusqu'à 275% de son PIB. Voilà. Voilà, merci Bernard Pongui. Nous allons donc passer, le temps presse, aux mesures urgentes à prendre pour essayer de juguler la crise. Alors, monsieur, non, je vais commencer avec vous, Georges Goma. Le Premier ministre Clément Mwamba, donc, qui devrait être le responsable de cette histoire, donc, a proposé quelques mesures. Vous savez que quand le FMI négocie, dans une large mesure, il vise la réduction du train de vie de l'État, donc réduire les dépenses de l'État. Or, nous avons suivi le Premier ministre parlant de des mesures à prendre pour juguler cette crise. Il a introduit la notion de la fiscalité, donc de la taxe foncière. Alors, Georges Goma, ceci est-il un retour à la féodalité? Alors, une taxe sur les immeubles, les maisons, les cases à louer, est-ce que ça vous paraît réaliste, cette mesure? Écoutez, ça me paraît pas réaliste. Oui, merci de me poser cette question, mais je pense que ça me paraît pas réaliste. Moi, je reviens un peu sur mon postulat de départ. On peut parler économie, on peut parler des chiffres, on peut parler de tout cela, mais tant que le pays reste dans un état de politique instable, rien ne se fera. Je suis vraiment désolé, je reviens encore là-dessus. La situation politique d'un pays est par essence, en fait, c'est là les décisions politiques, ça part de là. Il y a des experts en économie, il y a des experts dans tous les domaines, mais en dernière instance, quand même, l'importance est donnée à la manière dont les décisions sont prises au niveau du pays. Comment voulez-vous que l'économie du pays se redresse quand la situation politique n'est pas réglée?
Comment voulez-vous que le pays se redresse? Mais les gens là, attendez, les gens qui travaillent au CHU qui vient d'être fermés, les gens qui n'ont pas leur salaire. Mais Flavie vient de le dire, ici quand même l'économie du pays est quand même fondée sur le système des impôts. Nous sommes tous à un moment ou à un autre contributeurs dans ce système des impôts. Mais si les gens n'ont pas leur salaire, comment voulez-vous qu'ils payent des impôts? Si les entreprises ferment les unes après les autres, comment voulez-vous que les entreprises payent des impôts? Et si l'instabilité politique continue, comment voulez-vous que les gens viennent investir dans votre pays? Donc, je pense quand même que l'essentiel, c'est d'abord le FMI, une fois de plus, nous interpellons le FMI, que le problème fondamental au Congo, c'est le problème politique qu'il faut régler. Allô? Une fois qu'on aura assaini ce problème politique-là, et on pourra voir un peu quelles sont les décisions. Oui. Est-ce que vous m'entendez ou pas? J'ai parlé dans le vide? On vous entend très bien. On vous entend, oui. Oui, voilà. Allez. D'accord. Mais je vais terminer pour laisser la parole aux autres. Moi, je reviens toujours sur ce point. Pour moi, la condition sine qua non, c'est de régler le problème politique. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne peut pas continuer à entraîner le pays dans ce marasme-là et dans une mauvaise gouvernance qui ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Mais qu'on regarde un peu, depuis qu'il est revenu au pouvoir, de quoi est fait, n'est-ce pas, nous avons quelques coupures ici. Allô? Donc, pour terminer, moi, oui, allez-y, moi, j'en ai presque terminé. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend là. On t'entend. Bon, voilà, donc nous avons quelques difficultés aujourd'hui à ce débat. Je rappelle pour tous ceux qui viennent de prendre l'écoute que nous avons un débat sur la crise congolaise et le FMI. Alors, Serge Flavier, avec vous, on se souviendra qu'à l'orée de l'arrivée de la mission du FMI, je crois en septembre dernier, le président, donc Denis Sassou Nguesso, avait décidé de changer son équipe gouvernementale, mais la déception était grande dans l'opinion quand on a constaté que tous les mêmes étaient presque revenus, donc confirmés dans leur poste. Alors, que cela paraît-il, quelle est l'impression ou bien le jugement que vous faites de ce choix du président Sassou Nguesso de reconduire une équipe tant décriée? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, est-ce que vous pensez que ce retour à la féodalité, donc à cette rente foncière, sera la solution pour le Premier ministre de juguler cette crise, Monsieur Flavier? Eh bien, merci Jean Lewis pour donner une réponse tranchée à votre au deuxième volet de votre question. Ma réponse sera non, et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Pour remonter un peu plus haut dans votre question, je commencerai par dire que, techniquement parlant, lorsqu'un pays a des déficits budgétaires, c'est le cas de presque tous les pays du monde. En France, par exemple, le déficit budgétaire, selon les exigences de l'Union européenne, ne devrait pas dépasser 3% du PIB. Ça, c'est en Europe, hein, selon l'Union européenne. Tous les pays peuvent traîner des déficits budgétaires, mais ça ne devrait pas dépasser les 3%. Il y a eu un moment où la France avait excédé les 3%, je crois au moment où Hollande prenait les choses en main. Et vous avez vu que durant tout son mandat, il a essayé de se battre pour réduire le déficit budgétaire. Et les premières mesures qu'il a eu à prendre, c'était de réduire le train de vie de l'État. Techniquement parlant, dans la pratique budgétaire, pour réduire les déficits budgétaires, les États utilisent souvent deux leviers économiques. Le premier, c'est réduire les dépenses de l'État, les dépenses publiques. Et le deuxième levier, c'est augmenter les recettes fiscales. Vous êtes aux États-Unis comme moi. Si vous suivez le débat politique dans ce pays, vous vous rendrez compte que les républicains qui s'enferment dans une logique capitaliste, je veux dire radicale, plaident souvent pour des mesures allant dans le sens de la réduction des dépenses publiques. Et les dépenses qu'ils ont souvent ciblées sont des dépenses sociales. Et les démocrates, de l'autre côté, ont tendance à cibler beaucoup plus l'augmentation des recettes fiscales
soit en augmentant déjà les impôts existants et les taxes, ou en cherchant à taxer les plus nantis. Lorsque vous entendrez les démocrates dire « nous voulons taxer les plus riches, les 1%, ils doivent payer un peu plus que tout le monde parce qu'ils ont plus de possibilités ». Et donc, ce sont des leviers économiques qui existent. Et chaque gouvernement qui définit sa politique, ou disons qui définit la politique économique du pays, fait le choix, soit de mettre l'accent sur l'augmentation des recettes à travers les augmentations des taxes et des impôts, ou la création d'autres taxes et impôts, soit de mettre l'accent sur la réduction des dépenses publiques pour ramener le budget à l'équilibre. Pour le cas du Congo, vous avez rappelé certaines annonces du président congolais. Moi, je veux vous rappeler la dernière sortie de M. Clément Mwamba, Premier ministre du Congo, qui venait de tenir un point de presse pas plus tard qu'il y a quelques jours, de cela je pense, la semaine dernière. Il ressort clairement de toutes ces sorties que le gouvernement congolais a plutôt fait le choix d'aller augmenter les recettes fiscales sans pour autant avoir un regard sur la réduction des dépenses publiques. Cela s'explique par le premier élément que vous avez cité, le gouvernement. En août, je pense, M. Denis Sassou Nguesso a eu l'opportunité de réduire son équipe gouvernementale. Ça aurait été déjà la première mesure, sinon le premier signal fort qu'il aurait dû envoyer à la fois au peuple congolais et aux institutions financières auprès desquelles il est en train de partir chercher des financements ou des aides, disons de la dette. Parce que le FMI, je veux vous dire, ce n'est pas une aide que le FMI accorde à un pays, mais c'est de la dette, c'est de l'emprunt. Le FMI prête de l'argent qu'il faut rembourser plus tard avec intérêt. Donc, je reviens à votre question de façon précise. Le gouvernement congolais, avec comme chef de l'exécutif M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'on a un exécutif à deux branches, mais le chef reste le président de la République, c'est lui le président du Conseil des ministres, je pense, a fait le choix d'aller rechercher les recettes, sans pour autant chercher à réduire au maximum les dépenses de l'État. Cette réduction des dépenses aurait dû commencer avec la réduction de l'équipe gouvernementale. On nous a dit qu'on aurait diminué l'équipe de 3 membres, je pense. Hein? C'est absolument zéro, ça ne représente rien économiquement parlant. C'est insignifiant. On aurait dit, le gouvernement est passé de 39 ou de 40 ministres à 20 ministres. Ça aurait été déjà un bon départ. Tous les postes ministériels supprimés auraient servi à faire des économies au budget de l'État. Ça, c'est de 1. De 2, le gouvernement pouvait commencer par réduire les émoluments du personnel politique et administratif. Combien gagne un ministre aujourd'hui? Combien on met dans les fonds souverains du président de la République? Combien on met dans les fonds souverains de chaque ministre? À combien sont payés les députés congolais? Leurs indemnités? Ou des primes de ceci ou de cela? Voilà les postes sur lesquels les premières mesures devraient commencer à tomber pour commencer à réduire au maximum le train de vie de l'État et les dépenses publiques. Donc ça, c'est le premier levier que le gouvernement devait utiliser. Mais malheureusement, ce n'est pas le choix qui est en train d'être fait par l'État congolais. Oui, Clément Mwamba a annoncé la création de nouvelles taxes, parmi laquelle ce que vous avez appelé le retour au système féodal. Il a annoncé l'intention du gouvernement de créer une taxe foncière. Monsieur Georges Goma l'a bien dit. Comment voulez-vous mettre l'accent sur les impôts, sur les taxes, si ceux-là même qui étaient censés contribuer dans les taxes et les impôts n'ont pas les moyens de le faire? Au Congo, quel est l'impôt phare? C'est l'IRPP, l'impôt sur les revenus de personnes physiques. Mais ces personnes physiques n'ont pas de salaire aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement va retirer pour mettre au trésor? Ces personnes physiques qui travaillaient hier sont en train de perdre leur emploi, soit par fermeture de compagnie, soit par des grèves interminables. Qu'est-ce que l'État va retirer de leurs revenus pour mettre au trésor public? Absolument rien.
Monsieur Goma a souligné le fait qu'avec la crise, des compagnies sont en train de fermer. Et nous avons effectivement des informations en provenance de Pointe-Noire, la capitale économique, que rien que dans le secteur pétrolier qui est le pourvoyeur de plus d'argent, il y a beaucoup de sociétés, surtout de sous-traitance, qui sont en train de faire faillite et de fermer. Mais où est-ce que l'État espère trouver de l'argent en utilisant la fiscalité? Le fameux impôt, je vais terminer par là, le fameux impôt sur les propriétés, hein, l'impôt, comment dire, foncier. J'ai entendu le Premier ministre dire qu'ils veulent recenser tous les Congolais qui ont des parcelles et ils vont taxer ces parcelles. Mais qui est détenteur d'une parcelle au Congo? Généralement, c'est le fonctionnaire. Généralement, c'est le retraité. Si ce n'est le membre du gouvernement ou le membre du régime. Alors, si on doit taxer tout le monde, dites-moi, un retraité qui a 5 mois, 5 ou 9 mois de pension impayée trouvera de l'argent où pour contribuer dans cet impôt sur sa parcelle. Un fonctionnaire qui traîne 5 mois de retard de salaire trouvera de l'argent où pour payer cet impôt sur la parcelle. Et donc, s'il y a des gens sur qui l'État devrait créer un impôt, c'est peut-être ceux qui disposent des biens immobiliers de haut standing. Parce qu'on suppose que quand un Congolais arrive à construire un château, il est soit au gouvernement, il est soit patron dans une compagnie privée, il est soit homme d'affaires, bref, c'est quelqu'un de nanti. Effectivement, sur cette catégorie de citoyens, l'État peut créer un impôt pour collecter de l'argent. Mais si cet impôt que M. Mwamba annonce devrait toucher tous les Congolais, eh ben, c'est une mesure qui est vouée à l'échec. Et je pense qu'une fois de plus, l'État congolais est en train de faire des choix les plus hasardeux et les plus infructueux possibles. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, Serge, il ne vous reste que 45 secondes sur le total que vous aviez. Là, vous avez noté sur votre temps. Et alors, Bernard Pongui, nous allons bientôt conclure. Il faut donc, comme le propose Serge Clavier, taxer ceux qui ont des châteaux, mais surtout, qu'ils les font louer. Bon, écoutez, comme vous avez suivi M. Clément Mamba, il a dit que le Congo était debout et le Congo savait là où il partait. Cela signifie simplement qu'ils avaient déjà un plan, ils ont déjà un plan bien établi, c'est celui de la destruction des familles congolaises, c'est celui de la destruction de tout le pays. Nous tenons ici à rappeler à vos auditeurs que M. Clément Mamba fut l'ancien directeur de la Banque commerciale congolaise et c'est ce même monsieur qui a entraîné cette banque vers une banqueroute, vous voyez. Et plusieurs Congolais ont eu leurs petits fonds investis dans cette banque, n'ont jamais pu récupérer cet argent. Donc vous voyez, déjà comme venait de le signaler notre compatriote Serge, le remaniement que Sassou Nguesso avait déjà eu à faire avait déjà posé un problème. En ramenant les mêmes équipes, les mêmes personnes qui n'ont aucune vision pour la nation, serait déjà un grand problème. Un ministre congolais, il gagne 15 millions de francs CFA. Un député, c'est autour de 10 millions de francs CFA. Nous pensons déjà réduire les salaires ou les avantages de ces gens pouvait déjà être une solution. Maintenant, en ce qui concerne la taxe foncière ou le titre foncier qu'on veut vouloir imposer aux Congolais, le plan, il est clair. Il faut briser les familles les plus pauvres. Parce que qu'est-ce qui arriverait quand ces gens-là, les retraités, déjà qui n'ont pas de pension, les fonctionnaires congolais, qui n'ont pas leur salaire, et ceux-là aussi dont les parcelles ont été léguées par la descendance au niveau de la famille. Il y a certains qui n'arrivent même pas à retrouver même des permis d'occuper pour ces terrains. Qu'est-ce qui arriverait quand ces gens-là n'arriveront pas à payer? Ou encore les paysans qui sont au fin fond des villages au niveau du Congo. Eh bien, l'État donc va procéder à la récupération de ces terres, vous voyez. Donc, on veut vouloir entraîner un peu le système sans-abri, SDF, vous voyez, dans notre pays, au Congo-Brazzaville, alors que nulle part en Afrique, on a vu ce genre de choses. Donc, nous voyons que les taxes au niveau des propriétés ne seraient jamais une solution. Et combien ces taxes-là vont rapporter à ce gouvernement-là pour pouvoir essayer, si vous voulez, de couvrir toute cette pente qu'ils ont créée. Il faut plutôt dire la solution.
pour le Congo. Premièrement, l'équipe ou les individus ou le système qui a créé la faillite du Congo, le système qui a noyé le Congo, hein, dans le vol, le pillage, la destruction et éventuellement l'accumulation de la dette, doit être complètement effacé. Hein, c'est-à-dire, nous ne voulons plus voir ni Sassou, ni Clément Mwamba, ni tous ceux qui ont participé à ruiner ce pays-là. En ce moment-là, comme Georges Ngoma vient de le dire, s'il y a, comme ce que nous attendons, nous appelons l'alternance politique réelle, en ce moment-là, les réformes peuvent arriver, mais pas d'une manière brusque, spontanée, comme ils veulent vouloir le faire, pour essayer de démontrer au FMI qu'ils peuvent être des bons élèves. En réalité, hein, tous ces gens-là ont failli sur toute la ligne hein, depuis plusieurs années. C'est le même homme qui a tout reçu, tous les avantages, qui a reçu tous les booms économiques que ce pays-là pouvait avoir. Sassou a eu plusieurs chances de pouvoir rehausser, ramener le Congo vers l'émergence, mais il n'a jamais pu parce que l'homme n'a aucune vision. Ce qui compte, c'est le vol et la destruction des uns et des autres. Et quand nous avons face à des gens qui n'ont aucune vision, le pays ne peut aller nulle part. Quelles que soient les tonnes d'argent que vous donnerez à ces individus, ils ne feront rien de bon. La solution, on le dit, Sassou doit démissionner purement et simplement. Deuxièmement, si Sassou ne démissionne pas, le peuple doit prendre ses responsabilités. Éventuellement, une gronde populaire qui va donc entraîner au soulèvement populaire pour chasser tous ceux-là qui ont pillé le Congo. Tant que ce système demeurera, c'est comme une gangrène qui demeure dans le corps de l'homme et ça va absolument rien apporter. Voilà. Bernard Pongui, ça crache. Là. Allô Bernard? Oui, vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend là. Voilà. Bon, mais alors Georges Ngoma, vous aurez, je vous donnerai la possibilité de conclure, mais en quelques secondes, est-ce que vous pensez que ces propos de Bernard Pongui sont excessifs? Est-ce que pour vous, c'est plutôt une synthèse qui consisterait à faire que ceux qui ont des châteaux payent et qui les font louer payent une taxe dessus et qu'il y ait un train de vie, donc une réduction drastique, j'allais dire, du train de vie de l'État. Qu'est-ce qui vaut pour vous? Écoutez, moi, Bernard l'a bien dit, hein, moi je souscris évidemment à ce qu'il vient de dire. Le Congo a besoin d'un renouvellement politique. On ne peut pas continuer avec un système qui est là depuis près de 40 ans et dont on sait où est-ce qu'il a entraîné le pays. Écoutez, quand on parle de cette dette-là, mais les dettes ne font que s'accumuler. Il faut que le régime, il est irresponsable. Il faut bien qu'ils disent où est-ce qu'ils ont planqué l'argent du pays. Ils construisent des routes, ils construisent des infrastructures, mais il faut qu'on nous dise exactement les mécanismes par lesquels procède la construction de ces infrastructures. C'est encore gagé sur, n'est-ce pas, la tête des générations futures. Il y a quand même des choses qui sont fondamentales pour lesquelles les gens doivent accorder beaucoup plus d'attention. Le problème politique, à mon sens, est très essentiel. Clément Mwamba est un Premier ministre illégitime, comme l'est d'ailleurs Denis Sassou Nguesso, qui est un président illégitime. Tous les Congolais sérieux savent très bien que Denis Sassou Nguesso n'a pas gagné l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Donc c'est un président illégal, illégitime, et qui en même temps mortifère. Parce que, évidemment, toute son activité politique est articulée autour de la mort des gens. Et c'est un président, enfin un régime criminogène, parce que vous savez très bien que comment on appelle la fameuse constitution de 2015, il y a quand même des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres constitutions dans le monde. Comment une constitution peut se prévaloir, n'est-ce pas, de la protection d'un président qui a commis des crimes? Donc Denis Sassou Nguesso savait très bien que, ben, évidemment, au devant de lui, tout ce qu'il va faire, eh bien, il va continuer à tuer les gens. Donc le problème du pays est fondamentalement un problème politique. Et quand on n'aura pas réglé ce problème politique, rien ne se fera. Parce que les armes, le FMI aura beau donner de l'argent à Denis Sassou Nguesso, eh bien, il va courir acheter les armes pour faire quoi? Pour continuer à tuer les Congolais. Bon, moi, voilà. Je suis désolé, je ne vais pas rentrer dans l'économétrie pour Flavier et Bernard l'ont suffisamment démontré, mais moi je reste sur la dimension politique de la chose. Oui, nous reviendrons. Partir et ainsi de suite, avec tout son système, pour laisser la chance aux Congolais de réorganiser ce pays et de reconstruire, n'est-ce pas, une nation
qui est un travail, un labeur très, très, très difficile. Et qu'ils arrêtent de nous perdre du temps maintenant. Alors, vous allez, je vous donnerai l'opportunité de conclure cet entretien, mais alors, une passerelle à vous, Flavier, que doit donc faire l'opposition et la société civile pour que l'argent prêté par le FMI au gouvernement du Congo soit utilisé à bon escient? Ils ont déjà commencé, on a vu des mémorandums, des documents transmis, des manifestations à Washington, à New York, un peu partout, demandant au FMI de ne pas livrer, donc octroyer, j'allais dire, le prêt au Congo-Brazzaville. Alors, que doit faire l'opposition pour continuer à interpeller, à tirer sur la sonnette d'alarme? Flavier, Serge. Oui, merci beaucoup. Je crois que ce que l'opposition et la société civile ont déjà fait jusque-là, à mon avis, c'est ce qu'ils avaient à faire. C'est vrai que c'est pas courant dans le monde de voir une opposition s'adresser au FMI, de voir la société civile d'un pays s'adresser au FMI. Mais les Congolais ont été suffisamment braves pour faire ces démarches. Ça ne va pas empêcher le FMI de prêter de l'argent au Congo, parce que le FMI a été créé pour assurer ces missions-là, qui sont celles d'aider les pays en difficulté. Et le Congo est membre du FMI. Et donc, la finalité de ces négociations est que le FMI finira par prêter de l'argent au Congo. Maintenant, le rôle de l'opposition et de la société civile a été, jusque-là, à mon avis, celui de tirer sur la sonnette d'alarme, d'alerter le FMI sur la nature du régime qui dirige le pays, sur le risque que courent tous les créanciers qui viennent au secours du Congo. Ceux qui, aujourd'hui, ont prêté de l'argent au Congo ont du mal à le récupérer. Et donc, le FMI est en train d'être alerté à la fois par l'opposition politique et par la société civile sur le risque grandissant qu'il court de voir le régime de Brazzaville ne pas être capable de rembourser les prêts qui lui seront consentis demain. Donc, le résultat, techniquement, je crois que le FMI peut s'entourer. Je suis sûr qu'ils vont aller dans cette direction. Le FMI va chercher à entourer son prêt d'un certain nombre de conditionnalités beaucoup plus drastiques. Le FMI va chercher à mettre en place certainement un système de contrôle assez poussé pour s'assurer que les prêts consentis au Congo vont servir à payer une partie de la dette pour réduire le poids sur le Congo, mais aussi à assurer la vie du pays, donc le fonctionnement du pays, afin que le Congo essaye de sortir la tête de l'eau. Parce que le but du FMI, ce n'est pas de résoudre tous les problèmes du Congo, mais c'est d'accorder des prêts au Congo à des taux peut-être plus cléments que les taux du marché financier. Mais les conditionnalités, sur le plan purement politique, vont certainement être revues par l'institution de Bretton Woods avant de livrer les prêts au Congo. Et ça, c'est la seule piste que j'ai vue vers laquelle le FMI peut s'engager sur la base du plaidoyer de l'opposition politique et de la société civile. Là, si vous me permettez, j'aimerais prendre une petite minute, peut-être pour conclure sur une idée, c'est que à la lumière de ce qui vient d'être dit et de tout ce que nous avons comme information, il semble que le pays s'est endetté pour financer les infrastructures, la construction des infrastructures. Si c'est le cas, cela voudra dire que les recettes propres du pays ont pris une direction qui n'est pas du tout régalienne. En ce moment, on parlerait des détournements des fonds publics. Parce que si le Congo utilisait ses fonds propres pour payer ses dépenses, telles que je l'ai expliqué en amont, on n'aurait pas eu besoin de recourir à l'endettement. On n'aurait pas eu besoin de gager le pétrole auprès de Chinois. Parce que j'ai appris par le biais d'un économiste congolais qui représente même le Parti congolais du travail en Europe, que le gouvernement de Denis Sassou Nguesso avait fait le choix de la dette gagée
comme moyen de lever des fonds pour financer les investissements. Et donc, on a gagé une partie du pétrole congolais. Ça parle autour de 37% du pétrole congolais que les Chinois ont le droit de récupérer toutes les fois que le Congo reçoit sa part du pétrole pour pouvoir compenser tout l'argent que la Chine a injecté dans les projets du gouvernement congolais. Vous vous souviendrez qu'après le retour de M. Sassou Nguesso aux affaires en 1997, un procès fut organisé contre Pascal Lissouba et certains membres de son gouvernement, notamment son dernier Premier ministre, son ministre des Finances, son ministre du Pétrole, et je crois d'autres membres du gouvernement. Et M. Lissouba fut condamné par contumace, je crois, à 30 ans d'emprisonnement ou de travaux forcés, quelque chose comme ça. J'ai pas le jugement sous mes yeux. Et le motif était que Lissouba et son gouvernement, et une partie de son gouvernement, étaient poursuivis pour crise économique, pour avoir, soi-disant, bradé le pétrole congolais auprès de Oxy International dans le cadre d'une dette gagée. Alors, si en 97 ou après 97, un gouvernement congolais a été jugé, un chef d'État congolais élu par le peuple a été jugé pour crime économique, et qu'en 2017, nous découvrons que le régime de M. Sassou Nguesso, pendant 20 ans, a passé son temps à faire disparaître l'argent du Congo, à recourir à l'emprunt pour financer les dépenses du Congo. Nous sommes là en présence des crimes économiques. Si les mêmes causes devaient produire les mêmes effets, je pense que le peuple congolais devrait commencer à réfléchir et à prendre des dispositions pour mettre son gouvernement pour crime économique. C'est celle-là ma conclusion. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend, Dinton. Bon, j'ai cru percevoir des coupures dans les propos de notre frère Serge Flavier. Alors, Bernard Pongui, avec vous, je sais que pour vous, la question est évidente. Vous voulez du départ immédiat de cette équipe, mais elle est encore là, et que le FMI reviendra l'année prochaine pour tenter de conclure un accord avec cette équipe. Bernard Pongui, est-ce que vous ne voyez pas que pendant la prochaine revue, l'affaire de troc de pétrole dont parle Flavier va rebondir, notamment sur le problème de la dette cachée? Est-ce que vous ne voyez pas que ça va compliquer la chose? Et dans ce cas, qu'est-ce que peut faire l'opposition pour que ce problème soit définitivement réglé? Puisque à ce jour, si vous venez au pouvoir, vous allez toujours vous confronter à cette dette et vous allez l'assumer en tant que gouvernement. Bernard. Bon, merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis. Ce que nous tenons encore à rappeler aux Congolais, que la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire international est basée sur le rapport que son équipe, qui était à Brazzaville, a eu à faire. Donc, éventuellement, ce rapport, nous le connaissons tous, parce que déjà dans le rapport, on parle des dettes cachées et des dettes litigieuses que le FMI n'a jamais aussi songé à demander la documentation. Parce que si réellement le FMI voulait savoir là-dessus, nous pensions que le FMI devait forcer qu'on puisse leur donner toute la documentation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la société civile a déjà fait un bon travail. Malheureusement, l'opposition sur place, qui avait l'opportunité aussi d'aller donner leur version, ils se sont barricadés eux-mêmes chez Madame Mounari. Et c'est ça que nous condamnons, vous voyez, parce que tout un chacun d'eux est parti de chez lui, librement. Malheureusement, quand ils se retrouvent encore auprès de Madame Mounari, on nous fait savoir qu'ils ont été barricadés. Et nous nous posons la question, puisque cette opposition-là savent déjà comment fonctionne ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville, et qu'ils ont été embastillés par plusieurs fois. Nous pensions que tout un chacun pouvait aller directement au lieu de rendez-vous avec le Fonds monétaire international, éventuellement, et si seulement si l'un d'eux ne pouvait pas se présenter, ceux qui seraient là pouvaient être capables d'expliquer la situation du Congo selon leur version. Mais nous, en tant que résistants, il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, même si on donne une grande quantité d'argent à Sassou Nguesso, il n'y aura jamais un impact. Il n'y aura jamais un impact. Il n'y aura jamais un changement. Vous aviez le même venin, la même gangrène qui est là, la même maladie est là, il n'y aura pas d'évolution. Nous pensons, nous on le dit, pas de près du FMI,
avec le régime Sassou. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Sassou doit démissionner. Sassou doit quitter. Et il doit avoir des réformes politiques. Et en ce moment-là, le FMI peut venir revoir encore les Congolais. Et les Congolais peuvent encore mettre en place une équipe qui va donc discuter sur des nouvelles bases. Mais entre-temps, ce que l'opposition doit faire pour éviter que le FMI ne puisse nous donner de l'argent à Sassou, c'est de mettre le peuple dans la rue. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Les Togolais sont en train de le faire. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi l'opposition, les leaders qui sont au Congo, même si on sait qu'il y a certains qui sont embastillés dans les prisons, ceux qui sont libres, comment ils n'arrivent pas à mobiliser le peuple sur le terrain. C'est là où nous parlons, beaucoup de gens arrivent à se poser des questions si réellement il y a une opposition au Congo ou pas. Hein, vous voyez. Mais la seule façon d'empêcher le Fonds monétaire international de donner le prêt à Sassou, hein, c'est de mettre le peuple dans la rue, qu'il y ait une véritable grogne, une véritable révolte. Et tant que le pays va être dans la révolte, en ce moment-là, Sassou perdra tous ses soutiens. Même le FMI ne pourra en ce moment-là pas donner de l'argent à un pays qui est en crise sociale, un pays qui est en grogne, un pays où il y a des tensions politiques, et ainsi de suite. Il faut mettre, on l'a toujours dit, il faut mettre le pays en état de chaos. Puisqu'ils ont déjà mis le pays en état de chaos économique, le chaos social, eh bien, le peuple doit être maintenant dans la rue pour complètement déstabiliser ce régime. Et c'est de cette façon que nous allons nous en sortir. Voilà, c'est ce que je tenais à dire comme conclusion là. Alors nous allons conclure avec vous. Vous êtes un homme politique, professeur d'université. Je ne l'ai pas rappelé au début, tout le monde le sait. Vous êtes titulaire d'une thèse de doctorat que vous avez obtenue, je crois, à Paris 2. Vous avez enseigné en Californie, vous enseignez aujourd'hui au Québec, Georges Comas, très intelligent. Alors, comment vous allez concilier les exigences statutaires et historiques de l'institution Fonds monétaire international et, je dirais, l'obstination de l'opposition à faire que cet argent ne soit pas reçu par le gouvernement actuel? Ben, écoutez, je pense que toute la difficulté est là. En écoutant les uns et les autres au cours de ce débat, nous, évidemment, notre statut de militant nous a poussé à poser un certain nombre d'actes. Vous voyez qu'on est parti au Fonds monétaire international et on continue un peu à faire pression à ce niveau-là. Hein, nous sommes les personnes qui sommes allées pour la première fois bousculer l'institution financière internationale. Et nous continuons à le faire. Tout dernièrement, certains de nôtres étaient là et nous prévoyons encore descendre à Washington pour continuer à faire cette pression sur l'institution internationale. Mais à écouter ce que vient de dire notre ami Serge, je comprends finalement que, évidemment, le Fonds monétaire international, il y a des principes d'intervention. Notamment, vous savez, quand la dette elle est privée, quand une entreprise privée n'arrive plus à payer ses dettes, elle est en faillite. Et les créanciers ont tout à fait le droit, n'est-ce pas, de vendre cette entreprise et de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Et ça relève de ce qu'on appelle, je pense, le droit, un droit, Xavier peut peut-être dire, mais ça relève d'un droit intérieur au pays. Hein? Mais quand il s'agit d'un État, un État n'arrive plus à payer ses dettes, eh bien, ça relève d'une autre chose. Ça relève d'une autre chose et il n'y a pas faillite à ce niveau-là. Et là, le Fonds monétaire international doit intervenir soit pour décréter un moratoire, soit pour opérer un audit public aussi des réalités sur la dette pour essayer de voir un peu si on peut faire un tri. Ou alors aussi, la troisième possibilité quand même, c'est de restructurer pour annuler un peu une partie de la dette ou bien procéder quelque chose de cette manière-là. Mais le Fonds monétaire international a l'obligation d'intervenir, hélas. Hein? Je crois que c'est cette leçon que j'ai suivie un peu de l'exposé formidable qu'a fait, n'est-ce pas, Flavie ici. Donc, en fait, nous, en tant qu'opposition, en tant que militants également, nous sommes fiers. Je suis universitaire également, mais c'est pas dans les amphithéâtres qu'on va faire bousculer cette administration des Sceaux. Hein? Ce qui reste à l'université restera à l'université pour éclairer les gens.
nous avons cette tâche pour éclairer, aller vers la complexité de la complexité même. Mais quand on évoque la complexité de la complexité, beaucoup de Congolais sont ceux qui commencent à avoir mal à la tête et commencer à nous taxer des théories, d'être des terroristes, et la réalité, elle est là. Mais donc, pour aller vers cette réalité, c'est ce militantisme-là que nous faisons, hein, pour faire pression au niveau des organisations internationales que regarder à la loupe la situation du Congo, qu'ils le savent d'ailleurs. Ils le savent très, très, très bien, ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, Monsieur John Lewis, Oui. est-ce que vous pouvez m'accorder une minute là, en complément de Georges Ngoma? Oui. Bon, écoutez, premièrement, ce que nous tenons aussi à rappeler, c'est que Sassou n'a pas le mandat d'aller endetter le Congo ou de signer un contrat avec le Fonds monétaire international. Et c'est sur cette base que nous, les résistants, nous nous posons des questions. Si aujourd'hui Sassou va recevoir de l'argent, Sassou a reçu le mandat de qui? Vous voyez? Donc, en ce qui concerne cette dette, il n'y a pas l'unanimité. Il se prévaut du fait qu'il est là, c'est lui le président. Bah, il n'est pas le président élu du Congo. Hein, et puis, c'est là où il y a le problème, hein, parce qu'il n'y a pas l'unanimité. Il y a une nuance entre la légitimité que vous lui accordez et le fait qu'il tient, celui qui tient les livres comptables du pays à ce jour. Et éventuellement, c'est là où il y a le problème, parce qu'il n'y a pas l'unanimité. Hein. La majorité du peuple congolais refuse que Sassou puisse se recevoir du prêt de la part du Fonds monétaire international. Un, parce qu'il n'a pas été élu. Deuxièmement, il n'a pas la compétence. Troisièmement, il est incapable de gérer les fonds. Quatrièmement, il a plongé le pays dans une dette indéterminable. Vous voyez? Et c'est cela le grand problème. Voilà pourquoi nous, du point de vue résistant, nous nous disons, du fait que Sassou n'a pas cette légitimité. Deuxièmement, Sassou a brisé les économies du pays. Troisièmement, Sassou ne peut plus diriger tout fonds revenant du Fonds monétaire international par son manquement d'être un bon gestionnaire. Vous voyez? Et on peut dire, troisièmement, tout le pays, hein, dans tout le pays, il n'y a pas l'unanimité sur cette dette, hein, sur une possibilité de pouvoir recevoir un autre financement de la part du Fonds monétaire international. Le propos de Georges Goma, Georges Goma venait de conclure là-dessus. Oui, allez-y. Si vous me permettez, j'aimerais aider Monsieur Bernard Pongui rapidement. J'adore le réalisme politique de Monsieur Georges Goma. J'adore son réalisme politique. Pourquoi? Parce que c'est vrai ce que vous dites, Monsieur Pongui, dans tout ce que vous développez, c'est le sentiment général du Congolais. Mais entre cette réalité congolaise et la réalité diplomatique au niveau international, il y a un fossé. Il y a un fossé. Si vous ne voulez pas vivre des surprises désagréables, je vous inviterai à faire preuve de réalisme comme M. Goma et plutôt à travailler sur le plan purement politique pour créer ce que vous avez appelé le chaos politique. Donc, si au chaos économique, au chaos financier et social venait s'ajouter le chaos politique avec une explosion sociale dans tout le pays, ça va faire grimper de façon vertigineuse le taux du risque pays du Congo. Ça va rendre le régime actuel au pouvoir difficile à approcher, parce que les experts du FMI, il faut qu'ils atterrissent au Congo, n'est-ce pas? Il faut qu'ils s'entretiennent avec les cadres du ministère des Finances, n'est-ce pas? Mais s'il y a une situation politique et sociale explosive dans le pays, qui rend le pays même inaccessible, et un pays qu'on va déclarer peut-être à un taux d'insécurité insupportable. C'est dans ces conditions peut-être que le FMI peut être amené à dire « Ok, nous allons retarder l'aboutissement des négociations avec le Congo jusqu'à ce que le régime en place et les autres forces politiques parviennent à une solution concertée et consensuelle qui rende le pays moins risqué pour que nous revenions avec nos missions pour parachever les négociations. Voilà. En dehors d'une situation de cette nature, mon frère Pongui, je n'aimerais pas que demain vous soyez désagréablement surpris de voir le FMI donner de l'argent
au régime que vous décriez. Souvenez-vous de 1997, après la reprise du pouvoir par la force par M. Denis Sassou Nguesso, l'opposition avait cru que ce régime ne serait pas reconnu à l'international. Mais les juristes vous diront, au niveau international, ils ont utilisé un principe que j'apprenais pour la première fois en 97, qu'ils avaient appelé le principe de l'effectivité du pouvoir. Ils ont demandé à l'opposition qui siège au palais présidentiel du Congo, qui a le pouvoir, qui a l'exercice du pouvoir. Et la réponse était Denis Sassou Nguesso. Et sur la base de ce principe et de toute la complaisance de ses amis français, ce régime a été reconnu après la guerre civile de 1997. Et donc, actuellement, au plan diplomatique, on vous répondra de la même manière. On vous dira, sur la base de la notion de l'effectivité du pouvoir, le FMI, malheureusement, est obligé de travailler avec ce gouvernement. Voilà, donc orienter votre recherche vers encore Serge, purement politique. On ne va pas en finir. Allez-y Serge, Georges, quelques secondes. Oui, une petite seconde, en fait, pour appuyer un peu ce que vient de dire Serge, là. Ben, vous savez, hein, bon, 97, nous étions déjà sur le terrain à Paris jusqu'à pratiquement 2002. Et je dis que j'étais le représentant du CNR à cette époque-là, que nous avons travaillé à Paris. Nous avons rencontré des hautes autorités françaises à cette époque-là, les Charras, Laberty, et de droite comme de gauche. Et je peux le dire aussi, Mungala Thierry, qui est au gouvernement aujourd'hui, travaillait avec nous à ce moment-là. C'est avec lui que nous avons vu toutes ces personnes-là. Et le discours qu'on a reçu de ces personnes-là, c'est de dire que ça soit de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême droite, c'est allez-y avec Denis Sassou Nguesso, qui était à l'époque pensé comme la personne qui était à même de ramener un peu l'ordre au Congo-Brazzaville, un ordre entre guillemets qui aurait été créé par Pascal Lissouba, qui n'avait pas d'espace, n'avait pas à diriger les hommes, ainsi de suite. Et de façon indistincte, la seule personne qui n'était pas de cet avis, c'était Alain Madelin. Alain Madelin qui, à l'époque, voulait prendre pied en Afrique et qui avait soutenu Nicéphore Soglo et avec qui nous avons travaillé aussi et qui disait que voilà, nous sommes le seul parti ici à ne pas aller vers Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'est seulement ça que je voulais lire pour dire que ce que Serge a dit là, c'est tout à fait vrai. La réalité du pouvoir, c'est quelque chose de très important et que dans les stratégies que nous avons à adopter, il faut prendre en ligne de compte cet aspect et surtout faire pression au niveau des gens qui reconnaissent évidemment un régime même s'il est illégal. Voilà, nous sommes, pour conclure, je dirais que ceci n'est qu'un processus, Bernard Pongui, à mi-parcours, bien sûr. En toute objectivité, nous venons de faire le tour de la question de l'endettement du pays et de ses conséquences, des grèves, tout ce que vous avez au pays, et les moyens d'en sortir. Voilà, vous en avez proposé Bernard Pongui, Serge Flavier et Georges Autan. Alors, cette question reste ouverte et les débats, on pourra en multiplier davantage. Ce qui compte, c'est le résultat et donc le bien des Congolais. Merci.